L'enfant témoin des micro-violences répétées du parent pervers narcissique envers l'autre conjoint est également victime. Il ressent ce que le parent victime ressent et il se sent en danger, il se sent impuissant à intervenir car le parent pervers narcissique interdit toute expression de sa différence, toute expression d'un désaccord. L'enfant peut tenter de réconcilier les parents et intervenir dans les moments de crise, mais malheureusement c'est un échec car le parent pervers narcissique l'interdit sous peine de représailles. Il veut garder le contrôle et sa domination sur la famille. Il veut à tout prix utiliser son partenaire comme défouloir, comme poubelle pour sa violence perverse. Le parent pervers narcissique fait taire l'enfant en lui répondant par exemple qu'il n'a de compte à rendre à personne. Ou bien il exerce des représailles en le dévalorisant, en le traitant de petit con, ou bien tu ne sais faire que ça, etc. Il isole l'enfant, il lui interdit de sortir, de voir ses amis, c'est une forme de représailles. Il le ridiculise, il exprime ses émotions. Il le culpabilise, c'est à cause de toi que notre couple va mal. Il blesse ses animaux, il casse ses objets, il casse ses jouets. Si l'enfant tente de sauver l'autre parent en le réconfortant, en se sacrifiant pour lui, il devient adulte trop tôt et il ne vit pas son enfance. Cela l'empêche de développer ses capacités à écouter, à reconnaître ses émotions et ses besoins. Il est centré sur l'autre et devient une éponge pour les émotions des autres. Il n'apprend pas à prendre soin de ses besoins. Il ne développe pas une identité propre. Il porte la souffrance de son parent. Il n'identifie pas non plus ses limites. Il ne sait pas mettre de limites aux autres. Il adopte en grandissant le rôle de sauveur et peut être facilement l'objet d'autres prédateurs à l'âge adulte. Le parent pervers narcissique, en intimidant ses enfants par des micro-violences répétées et parfois de plus en plus intenses avec le temps, eh bien, apprend à ses enfants à nier leurs émotions, leurs besoins, leurs limites, pour ne pas être l'objet de violence. L'enfant apprend à se comporter comme un petit soldat, une machine. Il peut s'identifier partiellement à son agresseur également, l'excuser, le protéger. Il peut harceler alors d'autres enfants à l'école, voler, dominer à son tour. Il apprend à éviter tout ce qui peut finalement rappeler les émotions, ses besoins frustrés, les violences. Il se protège du parent pervers narcissique en évitant toute forme d'expression personnelle. Il apprend donc à se soumettre à la domination et à ses menaces, à ses violences. Il confond l'amour avec le contrôle, avec la domination et la séduction par des cadeaux excessifs ou par des privilèges. Le parent pervers narcissique divise la fratrie pour régner. Il n'apprend pas le respect de l'intimité. Il n'apprend pas le respect des émotions et des besoins d'autrui. Il est corrompu par le parent pervers narcissique qui lui fait toucher aussi à la sexualité avant l'adolescence. Et donc, il l'introduit dans sa sexualité ou lui exhibe ses organes sexuels. Il l'entraîne par exemple chez son amant, chez sa maîtresse et lui impose le silence. Il mêle l'enfant donc à sa vie sexuelle, laisse la porte de la chambre parentale ouverte pendant les rapports sexuels. Donc dans toutes ces situations, finalement, l'enfant se sent coupable et mauvais de subir de telles violences. Il est parfois prisonnier d'une relation incestuelle qui peut devenir incestueuse et l'inceste est une façon, par le parent pervers narcissique, de renforcer son emprise sur son enfant. C'est une façon également de choisir son successeur, car plus l'enfant est sous emprise, plus il obéira à sa volonté et deviendra son faire-valoir.
Dès la vie intra-utérine, ces micro-violences ont un impact sur le fœtus, car le climat de tension dans la famille, dans le couple parental, génère la sécrétion de cortisol, d'adrénaline. Et avec un excès de cortisol et d'adrénaline, eh bien, tout ce stress passe la barrière placentaire et atteint le fœtus. Puis, le bébé ne vit pas une relation d'attachement sécure à son parent, puisque ce climat de tension eh bien, empêche de développer un lien d'attachement sécure. À 2 ans, à l'âge de dire non, eh bien, l'enfant ne peut pas s'exprimer, ne peut pas exprimer son désaccord. Et donc, il apprend à se suradapter aux parents pervers narcissiques, à se soumettre. Il perd son autonomie au niveau psychique, sa capacité à penser librement. Il apprend à se suradapter et donc il adopte parfois des comportements régressifs qui sont la conséquence de cette suradaptation. C'est une compensation, par exemple, en demandant à être lavé, à être habillé, parfois jusqu'à l'adolescence. À 10 ans, la pensée hypothético-déductive favorise le questionnement, une remise en question. Et s'il l'exprime, eh bien, il subit des représailles. S'il ne reçoit pas de soutien, eh bien cet enfant manifeste parfois un mutisme sélectif. Et il ne vit pas sa crise d'adolescence, comme les autres enfants. Cette crise d'adolescence qui est nécessaire pour développer sa propre identité, ses propres idéaux. Il peut fuir alors la maison, avoir des mauvaises fréquentations ou manifester un décrochage scolaire. Sa pensée se fige et manifeste des biais cognitifs comme la pensée en noir et blanc, la minimisation des violences et la banalisation. Il ne sait pas identifier ses sensations, ses émotions et ses besoins. Il ne reconnaît pas la violence car justement elle a été banalisée et légitimée par le parent pervers narcissique. Le parent pervers narcissique encourage même la violence chez l'enfant. Et donc, avoir subi des micro-violences répétées ou en avoir été témoin, eh bien, entraîne chez l'enfant un stress chronique qui réduit les capacités d'apprentissage. Le système nerveux, saturé par le cortisol et l'adrénaline, bloque le bon fonctionnement du cerveau préfrontal et de sa créativité. Il bloque les capacités d'analyse, d'esprit critique. Et donc, ça peut entraîner des conséquences à long terme. La corruption de l'enfant se traduit également par l'incitation à transgresser les règles, à transgresser les lois, à recourir à la drogue, à l'alcool, à la prostitution pour survivre. L'enfant souffre du syndrome de Stockholm. Il protège, il imite le parent pervers narcissique s'il n'a pas d'autre modèle de protection. Comme avec le parent victime, le parent pervers narcissique prive l'enfant de tendresse, de réconfort, de la satisfaction de ses besoins. Il est un instrument, un faire-valoir. Le pervers narcissique impose la loi du silence. L'enfant ne peut dénoncer les violences, il ne peut en parler et il sait que s'il en parle, il sera l'objet de représailles. Il apprend à son tour à dénigrer le parent victime, puis les autres, car il n'a pas d'autre modèle. Seul le modèle de la domination et de la soumission lui est proposé. Il n'apprend pas ce qui est aimé et il confond l'amour et la domination, la séduction. Il apprend qu'aimer, coopérer, négocier, chercher des solutions ensemble, c'est pour les faibles, c'est pour les perdants. Subir ces micro-violences répétées engendre de la méfiance, une volonté de tout contrôler, une phobie des émotions, une phobie de l'intériorité, des comportements destructeurs et autodestructeurs. L'hypervigilance qui est présente suite à cette dérégulation du système nerveux face aux violences, eh bien, empêche d'avoir un point de vue positif sur la vie, sur soi, sur le monde, et déclenche une vision en tunnel, une vision qui consiste à chercher le danger, à chercher à repérer le danger potentiel,
et donc à avoir des comportements négatifs. En grandissant, certains détails de la vie peuvent être repérés comme rappelant l'agresseur et engendrer une dérégulation des émotions du système nerveux, des crises relationnelles. Ou bien, l'enfant se dissocie de son corps, absent, il se protège dans un monde imaginaire. Il met un casque sur sa tête, il s'isole dans sa chambre, dans le jardin. Il fixe un point dans l'espace pour ne pas être présent et percevoir ce qu'il se passe. Il développe ainsi parfois des compulsions alimentaires, compulsions sexuelles, des TOC, pour ne pas ressentir la violence autour de lui. Tous ces mécanismes de survie sont utiles au moment du trauma, mais compromettent par la suite son développement et son épanouissement. La dissociation l'empêche d'adopter des comportements sociaux épanouissants et l'empêche de prendre soin de ses besoins. Il peut développer une amnésie traumatique. Il peut adopter des comportements de survie dans le combat, la fuite, le figement. Il souffre d'insomnie, de cauchemars, de manifestations d'anxiété au niveau du corps. Il peut souffrir de phobies, de dérégulation des émotions, d'une mauvaise image de soi, du monde, et se revictimiser à l'âge adulte à travers des relations qu'il n'identifie pas comme étant des relations destructrices pour lui. Il peut avoir des comportements d'évitement, des troubles de la concentration, des troubles du sommeil, de la mémoire, de l'hypervigilance, une peur de l'avenir, une peur du changement, une peur d'explorer le monde. Il peut devenir hypersensible au bruit, hypersensible à la lumière ou à tout signe qui rappellerait les violences de l'enfance. Il est une éponge pour les émotions des autres et prend sur lui les problèmes des autres. Il est alors manipulable et adopte le comportement de sauveur. C'est une proie facile pour de nouveaux prédateurs. S'il se vit et qu'il se dissocie, là aussi, il est facilement manipulable et l'objet de nouveaux prédateurs à l'âge adulte, car dans le figement, dans la dissociation, il n'a plus la capacité, avec le système nerveux, de repérer les signaux de danger. Et donc, il s'étant construit un monde imaginaire où il ne perçoit pas la violence, eh bien, il idéalise la personne en face de lui, ne la voit pas dans ses mécanismes de manipulation en train d'installer l'emprise et il peut tomber dans les filets d'un nouveau prédateur à l'âge adulte. Alors, que faire pour aider l'enfant? Eh bien, si on est parent victime, eh bien, c'est de prendre conscience que de rester, c'est de continuer à exposer l'enfant à la violence et donc finalement à être victime à son tour et qu'il vaut mieux dans ce cas quitter la relation destructrice. Et en quittant cette relation, eh bien, on peut alors à ce moment-là travailler sur sa sécurité intérieure, trouver un lieu de sécurité ou offrir un refuge à l'enfant, des moments d'apaisement, des moments où il peut se connecter à ses ressources, être reconnu dans ce qu'il ressent, dans ses émotions, dans ses besoins, dans ses limites. Là, il peut avoir un droit de parole, un droit à penser par lui-même. Et donc, ça peut l'aider à développer un autre modèle que le modèle de la domination et de la soumission. Le parent victime peut, en quittant le parent agresseur, eh bien, il peut se reconstruire, petit à petit reconstruire son identité et encourager son enfant à faire de même. Il peut lui offrir de la liberté et dans cette liberté, l'enfant peut de nouveau explorer le monde, découvrir des liens sécures, découvrir des liens bienveillants et découvrir ce qu'est l'amour. Le parent qui s'est libéré peut offrir, grâce à sa sécurité intérieure développée, un nouveau modèle de relation, une relation sécure avec son enfant et donc petit à petit l'aider
à retrouver son identité, à trouver son identité, ses propres valeurs et ainsi s'épanouir. Bien sûr, ça dépend aussi du niveau d'emprise du parent pervers narcissique sur l'enfant au moment de la séparation, car lors de la séparation, le parent pervers narcissique peut se venger et utiliser les enfants comme arme contre l'autre parent. Et à ce moment-là, eh bien, une guerre se poursuit bien au-delà de la séparation, où l'enfant peut être utilisé, et ça dépend évidemment du niveau de manipulation. Si l'enfant est déjà fortement imprégné du syndrome de Stockholm, il va servir d'espion, de singe volant, donc d'objet, finalement, d'instrument pour espionner l'autre parent et exercer des représailles, même en justice. Donc là, c'est vraiment important à ce moment-là, si ce niveau-là est atteint, eh bien, de préserver des informations importantes, de ne pas communiquer à l'enfant des informations importantes qui pourraient être évidemment retournées contre soi. C'est important d'éduquer l'enfant au niveau de la non-violence, de lui apprendre ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, ne plus minimiser les violences, nommer les émotions, nommer les besoins que l'enfant ne connaît pas s'il a été sous l'emprise d'un parent pervers narcissique. Et donc, en nommant les émotions, les besoins, eh bien, identifier les limites de chacun, apprendre à l'enfant dans la relation à négocier, à coopérer. Une fois qu'il est adolescent, c'est particulièrement important. Et dans cette relation de coopération, construire vraiment un lien sécure. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez lire mon livre « Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme » paru aux éditions Ellipse dans la collection « Récits et témoignages » où j'aborde l'impact des microviolences aussi bien sur le conjoint que sur les enfants. Je parle également des moyens de reconstruire ce lien de sécurité et de s'apaiser avec l'apport de la théorie polyvagale, qui est une nouvelle approche des neurosciences pour apaiser, réguler le système nerveux, les émotions et pouvoir petit à petit se libérer de la dissociation, de l'impact des traumatismes dans le dialogue avec ces parties de survie. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.